Est-ce que vous voyez bien mon écran, David? Ben, très très bien. Ben, ben, Normalement, la dernière fois, nous avons fait la découverte de Log4j et JUnit. Euh, je voudrais déjà savoir si ça va pour les TP. Ben, commençons par un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu jusque-là. Ben, déjà, nous avons déjà vu nous avons déjà fait la découverte de Maven. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler de quoi il s'agit au juste? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, c'est un outil de construction de projet. Très, très bien. Ben, c'est un outil de construction de projet. Plus que la gestion, c'est de la construction carrément. Très bien. À travers quel fichier on effectue déjà la construction de notre projet, là? Très bien. POM.xml. Déjà, qui dit POM.xml, il dit Maven, qui dit Maven dit XML. Ben, quelles sont les principales balises qui permettent de définir un projet Maven déjà? Group ID, Artifact ID et très bien. Et version. Très bien, Laurel. Très, très bien. Très bien. Ben, donc, Group ID, Artifact ID et Version sont les éléments qui permettent de garantir quoi pour un projet, Laurel? Très bien. Ça permet de garantir l'unicité d'un projet. Ben, par la suite, nous avons vu des balises extrêmement importantes également au niveau de POM.xml. Lesquelles, Laurel? Dependencies pour la gestion de quoi? Très bien. Dependencies et properties. Commençons par dependencies. Pour gérer les dépendances directes ou indirectes de notre projet. Je m'en ai à où à des dépendances directes et qu'est-ce que ça veut dire les dépendances indirectes de notre projet? Si j'ai un projet A, projet A, lui, il a besoin pour pouvoir fonctionner des livrables de deux projets, B et C. Est-ce que ces dépendances-là sont les dépendances directes par rapport à A ou les dépendances indirectes par rapport à A? Très bien, des dépendances directes. Très bien, Mortaza. Voilà. Donc, logiquement, si je vais insérer des dépendances au niveau de la balise dependencies, au niveau de point.xml, est-ce que je vais insérer B et C, oui ou non? Je veux voir plusieurs réponses. Hein. Colle là, tout le monde. Hein. Voilà, très bien, Behe, très bien, Mortaza. Très bien, Messène. Voilà, très bien. Donc, on va sûrement les insérer au niveau de notre balise dependency.
Ben, si ces dépendances-là, elles sont d'autres dépendances. Par exemple, B, pour pouvoir fonctionner, il a besoin de deux dépendances D et E. Est-ce que D et E sont des dépendances directes ou indirectes pour A? Voilà, indirect. Est-ce que je les mets au niveau de la balise dependencies? Voilà, je l'ai bien. Donc, au niveau de la balise dependencies, on n'aura que les indirects, directs. Direct ou indirect? Voilà, voilà. Très bien, Bahé, très bien, Murtada. Exact. B. Donc, concernant la balise dependencies, vous avez parlé de la deuxième balise relative à properties. Donc, elle va contenir quoi comme principal élément? Quelle est son importance ou son poids pour nous en tant que développeurs? Voilà, JDK. JDK de quelle partie? De quel environnement? Environnement de déploiement, environnement de développement, de quel? Pointer sur le JDK. Tu veux dire indiquer la version du JDK. Ben, le JDK de quoi? De quel environnement? L'environnement de développement ou l'environnement de déploiement ou autre? Maven.compiler source. C'est relatif à quel environnement? L'environnement de développement. Oui, ben, oui, Murtada. Environnement de développement. Ben, là où on a développé notre application. Ben, quand je vous dis Maven.compiler, par rapport à quel environnement? Target en anglais, c'est la définition de quoi? Ou la traduction en français de quoi? Voilà, l'environnement cible, c'est l'environnement de déploiement, tout simplement. Très bien. Donc, on a besoin de ces deux propriétés à définir au niveau de notre pom.xml pour pouvoir garantir le fait que nous allons avoir la condition que l'IDK de l'environnement source sera supérieur ou inférieur au JDK de l'environnement target. Voilà, inférieur ou égal, voilà, supérieur ou égal. C'est quoi la condition qu'on a indiquée?
Ah, là, je veux voir beaucoup de réponses. Hein. Correct. Je vous donne un exemple. Par exemple, je développe JDK 1.5, boîte je déploie pour un environnement 1.8. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, est-ce que le cas inférieur est bien correct? Oui ou non? Hmm? Oui ou non? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça peut fonctionner? Non. Allez, pourquoi? لازم يكون supérieur. ال 1.8 هو اللي يفونكسيوني على 1.5 ما نجمش ال 1.5 يفونكسيوني على 1.8. Si on développe une application en utilisant le JDK 1.5, but on la déploie dans un environnement où notre JDK est 1.8. Est-ce que le JDK 1.8, ça va pouvoir fonctionner, ça va pouvoir faire fonctionner notre application, logiquement? Oui, bien sûr, très bien, très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. إذا كان j'ai l'inverse, إذا j'ai développé mon application en utilisant JDK 1.8, je voudrais la déployer dans un environnement 1.5. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, Non. pouvoir fonctionner. C'est bien. Ben, إذا كان j'ai une égalité 1.8, 1.8, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, très bien. Donc, si j'écris la condition à suivre, il y a JDK de la source doit être non, par rapport au JDK de l'environnement. Hmm? Inférieur ou à la supérieure ou égale. احنا قلنا supérieur ماهوش valide. هنا l'exemple نتاع 1.8 1.5 وفصلنا علاش وقلنا توا إذا جاء l'inverse 1.5 1.8 c'est bon. إذا جاء égalité c'est bon. Voilà, très bien. Donc inférieur ou égal. Il y a la condition à avoir. Pour éviter toutes sortes de problèmes, pour éviter de la non-conformité à ce principe-là, Dima, on indique le JDK de la source et JDK target au niveau de la balise properties. Ben, très bien. Ben, concernant Maven, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que ça va? Juste un petit rappel par rapport à Maven. Ça va? Vous me dites, hein? Oui, voilà, non, la bleda. Je ne est-ce que ça va? Voilà, voilà, je reprends. معناتها plusieurs réponses. Hein. Chaque canal, la majorité, je dis oui, voilà, femme des questions, voilà, je reprends une partie. Très bien, ben, il a donc la dernière fois, on a fait la découverte de Log4j. خلينا نعمل un petit rappel avant de passer au TP d'aujourd'hui. Donc, Log4j, c'est quoi la bled? C'est un outil de quoi? C'était quoi notre objectif la dernière fois? Outil de journalisation. Très bien, Yartik Sahamadi, c'est un outil de journalisation. Ben, donc, c'était un outil de journalisation. Et finalement, c'est une API de journalisation. Ben, pour pouvoir l'utiliser, on a besoin d'avoir les différents composants de Log4j. Lesquels? Très bien, Mortada, oui, c'est exact. Ben, quels sont les composants? Voilà, les loggers. Ouais.
Combien de composants on a? Les loggers, les appenders, ouais. Et les layouts. Très bien, là. Ben, Khalina, on commence par les loggers. C'est quoi leur utilité? C'est quoi leur fonction? Les loggers pour faire quoi? Euh, Pourquoi faire pour le message? Le message à afficher, à spécifier. Le niveau de quoi? On n'a pas encore évoqué le niveau hein, de priorité. Les loggers permettent de faire quoi? On n'a pas encore évoqué les niveaux, hein? Ouais, pas encore. Ben, les loggers, c'est dans le but de faire quoi? Ils permettent de faire quoi? On l'a déjà au niveau de notre cours, hein? On y est déjà, Voilà, pour écrire des messages. Les appenders, pour définir quoi? Voilà, la destination du message qui va être soit console, soit fichier, soit les deux à la fois. Ok. Et les layouts pour, voilà, la mise en forme. Moi, je la forme, la mise en forme. La mise en forme des messages. Ben, très bien. On a dit la dernière fois, pour toute application, on aura à définir un niveau de priorité ou un niveau d'urgence voilà, de gravité par rapport à l'affichage d'un message bien déterminé. Pour voir ou vérifier si vous avez bien saisi ce que nous avons fait la dernière fois, j'ai spécifié au niveau de mon fichier log4j la valeur debug par exemple. Le niveau debug. Est-ce que les messages de niveau 1 vont s'afficher pour moi? Oui ou non? Beaucoup de réponses. Hein? B. Est-ce que le niveau 1 est un niveau supérieur ou inférieur à debug? Voilà, très bien. B. Est-ce que les messages de niveau debug vont pouvoir s'afficher, oui ou non? Très bien, la bête. Voilà, donc debug, info, warn, error et fatal vont tous s'afficher comme vous voyez là. Pour le niveau debug, tout va être affiché à partir de debug. B. Si je choisis par exemple le niveau error, est-ce que les messages de niveau 1 vont s'afficher? Voilà, très bien. B. B. Très bien. Voilà. B. B par rapport à Log4j. Après, nous avons fait la découverte toujours dans un souci de test, etc., on a fait la découverte de Ginit. C'était pour quoi faire? Test. Il faut préciser. Quel type de test? Il y a plusieurs types de tests, Montava. Voilà, les tests unitaires. Très bien. Très bien. Pour pouvoir utiliser les tests unitaires, qu'est-ce qu'on va insérer au niveau de notre projet Maven? Qu'est-ce qu'on doit insérer déjà?
Junit en tant que quoi? Et où? Ben, où tout le monde. Une classe de test. Et par rapport au code. Avant le code, par rapport à la config pour pouvoir utiliser JUnit, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a inséré au niveau de notre projet? Au niveau de pôle.xml, très bien, allez, qu'est-ce qu'on a pu insérer? Une dependency relative à Log4j pour la journalisation, JUnit pour les tests unitaires. Oui, très bien. Ben, après, oui, ben, on a créé une classe de test que vous voyez là, avec la notation à test pour pouvoir effectuer le test unitaire sur le bon fonctionnement de nos méthodes. Très bien, très bien. Ben, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Ben, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce que quelqu'un il voudrait poser une question à ce qu'on vient de dire jusque-là? Voilà, vous me dites si ça va, voilà s'il y a des questions. Vous me dites au niveau du chat, fait ce qu'on avance, voilà est-ce qu'il y a des questions? Ben, très bien, Lola. Ben, donc aujourd'hui, donc عملنا توا un petit récap par rapport à Log4j, par rapport à Maven. La prochaine fois, Inch'Allah, on fera un quiz. Donc, je voudrais que vous fassiez une révision par rapport à Maven, par rapport à Log4j, par rapport à JUnit, pour qu'on puisse faire un petit quiz pour consolider maintenant les acquis internes par rapport à ces parties-là. Ben, aujourd'hui, on va découvrir une partie très, très, très importante par rapport à Spring, liée à l'injection de dépendance. L'injection de dépendance liée relative à une notion hyper importante à Spring, euh, voire la plus importante. Parce que c'est ce qui a contribué, voilà, très bien. Vous êtes mon collègue, c'est très bien. C'est là aussi, très bien. Très bien, ça fait très plaisir. Comme ça, voilà, ça se voit, vous faites l'effort pour faire des recherches, voilà, voilà vous l'avez vu avant, très bien, comme ça, voilà. L'inversion de contrôle, je ne l'ai pas encore prononcé, très bien, très bien. Comme ça, voilà. Donc, l'inversion de contrôle est l'une des principales notions qui ont contribué au succès très, très impressionnant de Spring. Allez, ou c'est quoi l'inversion de contrôle? L'inversion de contrôle, mais Khalil Chouf, déjà, est-ce que vous en avez une idée ou est-ce que quelqu'un il veut la définir déjà avant qu'on la définisse ensemble? Est-ce que quelqu'un il veut intervenir? Il peut écrire directement un app au niveau du chat. Hein. Je vous passe la parole. Patron de conception. Mhm. C'est quoi le but? Permet au framework de prendre en charge le projet. Très bien, oui. Quel est le framework qui va prendre en charge le projet? C'est Spring, très bien. Ben, est-ce que quelqu'un d'autre il a une autre définition? Ben, donc, ben,
Ben, donc, pour la définir, c'est simple. Ben, très bien, voilà. Ben, pour définir la notion IoT, c'est inversion of control, voilà, en français, l'inversion de contrôle. Ce principe, voilà, ce concept, proposé par Spring, il a comme objectif un nom. Ce n'est plus à l'application de se gérer elle-même, on va laisser à un framework sous-jacent au niveau de l'application, hein, on va lui céder la gestion de notre application. Et ce framework n'est autre que Spring. Comment? En utilisant donc dynamiquement une partie mémoire de notre serveur web au niveau du conteneur web qu'on va utiliser, Tomcat pour nous, non? C'est Apache Tomcat. Donc c'est à lui de gérer justement d'une manière dynamique notre application. Donc là aussi par définition, c'est un design pattern qui fonctionne sur un principe. Donc, quel est ce principe-là? C'est que l'exécution de l'application n'est plus sous le contrôle direct de l'application elle-même, mais elle est sous la charge d'un framework sous-jacent. Pour nous, ce sera le framework Spring. Comment? La principale forme d'inversion de contrôle est l'injection de dépendance. C'est la principale forme d'IoC. Donc, finalement, l'injection de dépendance, elle permet d'implémenter ce principe-là dont on parle, d'accord? L'injection de dépendance, c'est quoi au juste? C'est tout simplement une méthode qui permet d'instancier les objets. Ce n'est pas à nous sous-jacent. Sous-jacent, Mahdi, c'est-à-dire intégré au niveau de l'application. Voilà, sous-jacent, au niveau de l'application. Intégré au niveau de l'application. Ce framework-là, il va faciliter, entre guillemets, la vie du développeur pour faire en sorte à ce qu'on n'a plus à créer par nous-mêmes des instances, des classes dont on va parler. Avant, comment on faisait? Vous écrivez, مثلا, new, par exemple, voiture, V est égal à new voiture, etc. C'est comme ça qu'on faisait avant pour pouvoir instancier un élément relatif à une classe bien déterminée. Hakawale, de rien. Donc, avant, c'était au développeur d'assurer l'instanciation de ces objets, la création de liaisons entre les différents objets, etc. C'était à la charge du développeur. Maintenant, pour pouvoir faciliter la tâche et pour pouvoir donc éviter l'utilisation des EJB qui causait beaucoup de problèmes par rapport à Java EE, puisque la gestion de l'application était effectuée statiquement, hein, d'une façon statique. Maintenant, sous Spring, c'est effectué d'une façon dynamique. Comment? À travers l'utilisation de ce qu'on appelle IOC Container. L'IOC Container, c'est tout simplement un espace mémoire situé au niveau du serveur web de notre application qui va nous permettre d'assurer dynamiquement la gestion de notre application à travers Spring en tant que framework. C'est-à-dire que Spring, il va se charger de deux principaux éléments. L'instanciation des objets de nos bins, on va expliquer ce qu'on est un bin, plus la création de liaisons entre ces différents composants-là. D'accord? Un bin, finalement, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un il a une idée sur le mot bin déjà? Un bin Java, c'est quoi? Un composant Java. Et c'est quoi juste? Je demande des composants Java. Je m'en ai un composant Java. Qu'est-ce que ça veut dire?
Hmm? Objet instancié. Ça peut être le design pattern objet. Ben, un bin ou un composant Java. Moi, je nomme les composants Java. De quoi est constitué le code Java d'une application? La première chose à faire pour pouvoir développer en Java, c'est de créer quoi? Avant la création d'objets, enfin, la notion de l'orienté objet, tiens, mouche variable. Voilà, classe, très bien. Une classe Java. Un bin est tout simplement une classe Java contenant des attributs plus des méthodes. D'accord? Dont l'objectif est d'assurer un traitement. Et en général un bin Java. D'accord? Bien sûr, il y a plusieurs fonctionnalités assurées par les bins, hein. Il y a plusieurs types de bins qu'on va voir. On va découvrir donc les bins Spring, c'est quoi au juste et qu'est-ce que ça permet? Ben, un bin. Un bin est tout simplement une classe Java constituée d'attributs plus d'un ensemble de méthodes dont l'objectif est d'assurer un traitement bien déterminé. Ça va, Mahdi? D'accord. Ben, donc, pour résumer, Spring a proposé ou elle a révolutionné le développement d'applications web en proposant un concept très, très intéressant, à la fois simple, à la fois très fort. Et là aussi, voilà, l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est quoi au juste? C'est le fait que ce n'est plus à toi de créer, voilà, de gérer tes objets. C'est à Spring, en tant que framework sous-jacent, de gérer l'instanciation de tes objets, l'instanciation de tes bins, Spring, hein, plus l'injection des uns dans les autres, l'injection de certains bins dans d'autres bins selon le besoin de notre application. Le fait de pouvoir assurer l'injection de certains bins dans d'autres bins. Et donc, les deux principales fonctionnalités proposées par la principale méthode permettant là aussi voilà, l'inversion de contrôle, elle est tout simplement l'injection de dépendance. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Vous me dites, la femme a des questions, Daouleida. Ben, Mahdi, la partie que tu veux que je reprenne, c'est par rapport à l'IOC, par rapport à l'injection de dépendance, voilà, ben, par rapport à l'IOC. Ben, l'IOC, il y a la notion d'inversion de contrôle, c'est-à-dire, ce n'est plus à l'application de se gérer elle-même, mais c'est à la charge d'un framework intégré au niveau de l'application, il y a Spring, de gérer l'application. De gérer l'application, c'est-à-dire, tu vas créer un bin Spring, tu vas indiquer que c'est un bin Spring, ou à chaque fois, l'instanciation, maintenant c'est Spring qui va se charger de l'instanciation de cet objet-là. Il va assurer le contrôle à ta place, autrement dit. Comment? Spring, il va créer une zone mémoire au niveau du serveur web. Le serveur web qu'on utilise, c'est Tomcat. Au niveau duquel on va avoir la création d'une zone mémoire et de la part de Spring. C'est Spring qui va la créer dynamiquement. Là aussi, container. Et si container, elle est créée dynamiquement. Elle est créée dynamiquement. Ou les éléments LIFOSTA sont créés dynamiquement. Un espace mémoire qui va être alloué à l'application dès le lancement de cette application-là, ou bah, ça va disparaître dès que vous fermez votre application. C'est le principe de la gestion dynamique de votre application. Est-ce que ça va?
Déjà le concept. Ah, on va voir comment ça fonctionne. Ah, mais déjà le concept, nous déjà clair dans vos esprits. Mahdi ou Laouled, est-ce que ça va? Vous me dites, Isa, ça va, voilà, je reprends, Laouled. Ouais, très bien. Très bien. Ben, donc finalement, je vais avoir trois éléments. On va commencer par les bins. C'est quoi un bin? C'est quoi la définition d'un bin? Quels sont les types de bin? On va découvrir comment on va appliquer ce concept-là d'injection de dépendance. Est-ce que déjà vous avez entendu parler du mot singleton, Laouled? Ben, ben. Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu parler du mot singleton? Je vais l'expliquer de toute façon, hein. C'est juste pour voir est-ce que quelqu'un ne l'a pas vu avant. Ben, ben, très bien. Ben. Donc, un bin Spring ou tout simplement un composant Java spécifique ayant un identifiant unique, ayant un identifiant plus des attributs plus des méthodes bien sûr. Et par définition, le mot bin. En Spring, il y a plusieurs types de bin selon leur portée. Voilà, appelé aussi scope. Les types qu'on a, on a cinq. Singleton, prototype, request, session et global session. Le mot singleton, vous l'avez déjà vu normalement l'année dernière en Java pour la connexion à la base de données. Donc, vous l'avez normalement déjà vu. Oui, c'est le fait d'avoir une seule instance de ce bin-là pour chaque conteneur IOC. Très bien. En fait, c'est la même définition du mot singleton, le fait d'avoir une instance unique au niveau de notre IOC container. Très bien. Deuxième type, prototype, c'est le fait d'avoir une nouvelle instance à chaque appel du bin. Request, c'est dans la même vision de prototype, sauf que c'est par rapport au web uniquement, c'est-à-dire en envoyant une requête HTTP, vous allez avoir une nouvelle instance de ce bin-là, et dès la réception de la réponse HTTP, hop, vous n'aurez plus votre instance, et dès l'envoi d'une nouvelle requête HTTP, vous allez avoir encore une nouvelle instance de ce bin-là, dans la portée et request. D'accord? Est-ce que ça va? B? Le mot session, à votre avis? Une session HTTP. Est-ce qu'elle est composée d'une seule requête HTTP ou elle a de plusieurs ou elle peut être composée d'une ou plusieurs requêtes HTTP, Lovely? Oui, Lovely, est-ce que vous m'entendez?
Ben, une session peut être composée d'une ou de plusieurs requêtes. Ça peut être composé d'une seule requête également. Haka wale? Logiquement. Très bien. Ben, quand est-ce que cette session va prendre fin, la bled? Quand je crée une instance d'un bin dont la portée est session. Normalement, ça va être la même instance tout au long d'une session HTTP. Donc, je voudrais connaître quand est-ce que cette session HTTP va prendre fin. À quel moment? Timeout, Karim, oui. Timeout, vous dépassez un certain délai au bout duquel la session va être libérée. Oui. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas d'autre possibilité? C'est-à-dire fermeture manuelle. Comment on peut fermer une session, la bled? Voilà, vous indiquez que vous avez terminé avec cette session-là, que vous allez la clôturer. Oui. Donc, une déconnexion de la session. Oui. Ça, c'est la deuxième possibilité. Très bien. Donc, pour résumer, le type, voilà, le scope, voilà, la portée session pour un bin, c'est le fait d'avoir une instance de ce bin-là par session HTTP. C'est-à-dire que dès que cette session sera fermée pour l'une de ces deux raisons, on va avoir l'instance clôturée. Et donc, on n'aura plus la même instance pour session. Très bien. Ben, global session maintenant. Global session, est-ce qu'à votre avis, c'est la même définition que session? Pour le scope global session, c'est en général quand on a une instance de ce bin-là utilisée par plusieurs par plusieurs applications et non pas par une seule application. Donc, justement, en fait, Murtada, le nom, il est similaire, mais il n'y a pas vraiment un lien entre les deux. En fait, Global Session, c'est quand on a une instance de ce bin-là qui va être utilisée en général par un ensemble d'applications. Par exemple, on a 5 applications qui utilisent une même instance de ce bin-là. Et donc, l'une des instances, l'une des applications va pouvoir accéder à cette instance-là, va pouvoir modifier son état, c'est-à-dire la valeur de ses attributs. Une autre application, une deuxième application va pouvoir la manipuler également. Donc,
il y a la possibilité de manipulation de ce bin-là par plusieurs applications, par un ensemble d'applications déployées sur un même conteneur web. D'accord? Et d'ailleurs, c'est un scoop qui est très, très peu utilisé, hein, qui n'est presque pas utilisé actuellement. D'accord? Ben, donc, les 5 types de scoop par rapport à un bin Spring. Est-ce que ça va, Laouled, ou est-ce que je reprends? Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? Vous me dites, Laouled, là ça va, voilà, il y a des questions. Voilà, je passe. Ben, très bien. Après avoir évoqué les types de bin, donc on définit un bin. Il y a plusieurs possibilités de définition. Après avoir défini un bin, on va pouvoir donc effectuer une configuration par rapport à cette définition-là. C'est-à-dire qu'on va indiquer à Spring qu'il s'agit d'un bin Spring, justement. Donc, que Spring va devoir gérer. Parce que Spring, il ne va pas gérer la totalité des classes dans notre application. Il va falloir qu'on lui indique que c'est un bin Spring à gérer. Déjà. Comment? À travers l'une de ces 3 possibilités. Soit à travers l'utilisation d'un fichier XML pour configurer ceci. Soit en utilisant une configuration Java, c'est-à-dire en utilisant une classe Java au niveau de laquelle on va déclarer les bins et déclarer les liens entre ces bins-là, ces bins Spring. Ou bien à travers l'utilisation d'annotations, et c'est le type le plus utilisé, le plus intéressant ou le plus sollicité actuellement en fait développement d'applications Spring. D'accord? Pour que Spring puisse gérer ces bins-là, il va falloir avoir des attributs par rapport à ce bin-là. Donc, le nom de la classe, l'ID par rapport à ce bin-là, la configuration, c'est-à-dire son scope, sa portée, s'il y a des méthodes à lancer immédiatement lors de l'instanciation de ce bin-là, et property s'il y a des éléments à injecter dans d'autres éléments, des bins à injecter dans d'autres bins, comme je viens de vous indiquer tout à l'heure. D'accord? Ben, par exemple, quand est-ce qu'on aura besoin d'injecter des bins dans d'autres bins? Par exemple, pour pouvoir donc faire en sorte que le contrôleur puisse gérer la partie traitement. Puisque le contrôleur, dans notre application, il ne va pas faire de traitement métier. Donc, on a besoin qu'il fasse appel à un service. Pour qu'il puisse faire appel à un service, on va devoir lui injecter une partie par rapport au traitement, par rapport au métier. Et donc, dans un bin, jouant le rôle de contrôleur, on va injecter un deuxième bin relatif au service, relatif à la partie métier de notre application. Après, pour la partie service, on va lui permettre d'accéder à une couche nommée repository pour pouvoir accéder aux données, pour l'accès aux données. Donc, on va également effectuer une injection de dépendance au niveau du service pour qu'il puisse accéder à cette couche nommée repository. D'accord? Et donc, les 2 cas où on aura besoin d'injection de dépendance dans notre application. Comme ça, on va indiquer à la fois à Spring qu'il va falloir instancier ces bins-là. C'est-à-dire que ça sera à Spring, ou à la charge de Spring, de faire l'instanciation de ces classes-là. Et par la suite, que c'est à la charge de Spring de faire les injections nécessaires, injecter les bins dans les autres, les uns dans les autres, comme je viens de vous indiquer. D'accord? Donc, c'est le principe de l'injection de dépendance, la principale forme d'inversion de contrôle sous Spring. Ça va? Très bien. Très bien. Donc, Spring peut se baser sur l'une des 3 façons
pour pouvoir configurer l'injection de dépendance et pour assurer la création des bins. Donc, finalement, on a deux objectifs. Primo, la création des bins. Deuxièmement, l'injection de dépendance entre ces bins-là. Les trois possibilités, l'utilisation d'XML, la config XML, l'utilisation de la config Java, ou la plus intéressante pour nous, la plus utilisée, il y a l'utilisation d'annotation. Pour vous montrer comment ça se passe ou comment on va l'utiliser, je vais commencer par la partie XML. On va commencer donc par un premier exemple, XML, config en utilisant XML. Dans notre code Java, on va créer une classe, la partie contrôleur, la classe de contrôle, au niveau de laquelle on va créer un attribut relatif au service, les getters et les setters. Après, il va falloir indiquer au niveau du fichier XML de config que ce bin-là est à gérer par Spring, déjà. Donc, que c'est un bin Spring. Voilà la balise bin, déjà. On va y indiquer l'ID et la classe. Après, on va lui indiquer s'il y a des injections à faire. Donc, on va rajouter la balise qu'on appelle property, au niveau de laquelle on va indiquer le nom et la référence relative à la partie service, relative au bin service. Donc, ça, c'est un exemple type de déclaration d'un bin Spring au niveau du fichier XML pour la config XML. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a rajouté e-user service. C'est pour dire quoi, la blade, à votre avis? Très bien. L'utilisation d'interfaces. C'est dans quel but? Pour assurer quel concept de Java, l'utilisation d'interfaces? Pour faire abstraction de quoi? Ben, des méthodes, c'est-à-dire des noms des méthodes, ou elle a des paramètres des méthodes, ou elle a du code des méthodes. De quoi au juste? Qu'est-ce qu'elle va contenir, l'interface? Voilà, du code du méthode. Parce que au niveau de l'interface, on va de toute façon indiquer le nom de la méthode. Ben, haka wale. Voilà, la signature des méthodes, c'est-à-dire le nom de la méthode, les paramètres, les types de paramètres, donc le nombre de paramètres, les types de paramètres, etc. Voilà. Donc, abstraction faite du code métier, voilà, du code des différentes méthodes, on va utiliser les interfaces, ou hakika, même s'il y a évolution du code, etc., indépendamment de tout ça, on aura utilisé les mêmes méthodes, les mêmes signatures de méthodes, et donc les mêmes interfaces. Est-ce que quelqu'un n'a pas une idée à les interfaces, ou il veut que l'on en parle davantage? Voilà, ça va. Voilà, vous me suivez. Les interfaces en Java ont pour but de permettre donc leur utilisation en tant que représentant de ces classes-là, abstraction faite des différents détails relatifs au code par rapport aux différentes méthodes, etc. Donc, ça va nous permettre d'utiliser les interfaces comme vous voyez là, comme si c'était la classe service elle-même, puisque les interfaces liées, voilà, reliées aux classes, par exemple, le service, vont contenir les signatures, toutes les signatures des différentes méthodes de cette même classe-là, et donc
ça va nous permettre d'utiliser la totalité du code de ces bins-là. Ça va? Vous me dites, ça va, voilà, je reprends la bled, hein. Vous m'entendez? Ben, très bien. Deuxième exemple, la config en utilisant Java. En utilisant Java, tout sera centralisé dans une seule classe Java, une classe de configuration des bins. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un fichier XML pour la configuration, on va avoir une classe Java pour la config, qui, elle contient la notation add configuration. Donc, la classe qu'on va appeler par exemple beans configuration, et qui, elle va contenir tous les détails par rapport aux beans Spring qui vont être gérés par Spring, justement. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, on aura le bin relatif au contrôle. Voilà, la notation admin. On aura à indiquer le nom et les différents détails. S'il y a, par exemple, une partie service à injecter au niveau du contrôleur, c'est indiqué ici. Pareil pour la partie service, il y a la partie DAO, elle a accès aux données, qui va être injectée au niveau de la partie service, au niveau du bin relatif au métier. Donc là, toutes les configs qu'on faisait en utilisant XML au niveau du fichier de configuration XML, ça va se faire au niveau d'une classe Java de configuration. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les entreprises, dans certaines entreprises, donc ils font parfois un mélange d'utilisation entre les parties config en utilisant un fichier XML, entre la config en utilisant des classes Java et la config en utilisant les annotations. Parfois, ils mélangent, mais c'est très déconseillé. C'est déconseillé d'utiliser les configs assez complexes à travers XML et à travers Java. On va voir qu'à travers l'utilisation des annotations, ça va énormément faciliter la configuration. Est-ce que ça va jusque-là, la config en utilisant Java? Ben, très bien. Très bien. Donc, pour résumer, on a trois possibilités de configuration pour assurer la notion d'injection de dépendance, qui est la forme principale d'IOC, voilà, d'inversion de contrôle, pour Spring. Donc, un bin, on a indiqué déjà sa définition, c'est tout simplement une classe Java, mais un bin Spring, c'est une classe Java en fait qui a au-dessus en plus une annotation ou bien qui a des configs XML ou autres pour faire en sorte à ce que c'est Spring qui va la gérer par la suite. Donc, quand Spring il crée un objet, celui-ci il a une durée de vie qu'il va falloir gérer de la part de Spring. Donc, celui-ci va être créé depuis le démarrage et va rester donc tout au long de son cycle de vie géré par Spring. D'accord? Il va être situé où, à votre avis? Quel est l'emplacement mémoire qui va permettre de créer des bin Spring, etc.? On l'a indiqué hein, au début de la séance. Hmm.
où est-ce qu'on va pouvoir créer les bean Spring? Quel est l'emplacement mémoire où Spring il va créer ses beans? هذه la question. Ben, Laoulette, est-ce que vous m'entendez? Emplacement mémoire. Ben, l'emplacement mémoire. On est en train d'utiliser quel serveur? Notre serveur web. Quel est l'emplacement dynamique au niveau du serveur web qui va permettre d'insérer nos bean Spring, de gérer nos bean Spring, etc. Très bien. Lequel? Voilà. Là aussi, container. Très bien. Très bien. Très, très bien. Ben, voilà. Ben, je vais vous montrer un exemple d'exécution par rapport au premier TP relatif à XML, par exemple. Déjà, prenons la structure déjà de notre application. En créant une application Maven classique, on va insérer au niveau du pom.xml les étapes de notre TP1, appliquées d'ailleurs pour tous pour les trois TP, XML, Java ou Annotations, pour les trois types de configuration. هذا notre projet ou notre application Maven. Pom.xml, on va y ajouter la balise properties pour le JDK de l'environnement source et de l'environnement target. Après, on va insérer les dépendances Log4j, JUnit et Spring Context pour pouvoir utiliser les différents détails par rapport à la création de Spring et l'injection des beans dans les autres. Après, donc là, SRC main Java, ça va contenir trois packages, contrôle, DAO et service. Donc, on aura trois packages. Ben, quels sont les éléments qui vont être injectés dans les autres? On a parlé de trois éléments, contrôleur, service et DAO, ou la repository, appelée la couche repository. Donc, quels sont les éléments qui vont être injectés dans les autres et lesquels vous avez bien saisi ce qu'on a dit tout à l'heure? DE dans service, oui. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une autre injection à faire? DAO, moi, DAO dans le contrôle. DAO, on l'a injecté dans le service. Au niveau de contrôle, du contrôleur, qu'est-ce qu'on va injecter? Voilà, la partie service. Très bien, Mahdi. Les autres, oui. Ben, donc, finalement, est-ce que le contrôleur, lui, il va être injecté dans un autre élément?
Hmm? Est-ce que la partie contrôleur ou relative au contrôle, est-ce qu'elle va être injectée dans une autre? Très bien. Ben, donc, voilà pourquoi ici, user control amp pour la partie contrôle. Et pour la partie DAO, puisqu'elle va être injectée dans un autre élément lié service, on lui a créé une interface qui lui est associée. Pareil pour la partie service qui va, elle, être injectée dans la partie contrôle. Alors que la partie contrôle ne va pas être injectée dans une autre. Voilà pourquoi on ne lui a pas créé d'interface. Ça va? Est-ce que vous me suivez, Laulette? Très bien. Ben, ben. Au niveau de SRC Main Resources, est-ce que vous reconnaissez un fichier, Laulette? Très bien, log4j.xml pour la journalisation. On ne va pas l'abandonner, hein. On va toujours utiliser la journalisation et on va toujours utiliser les tests unitaires. Donc, on va insérer quoi au niveau de quel dossier, Laulette, pour les tests unitaires? On va insérer quoi au niveau de quel dossier pour les tests unitaires, Laulette? Ajouter les dépendances dans point.xml, ça c'est sûr, mais quoi d'autre? Des classes de test où? Voilà, très bien, Behé, sur src/test/java. Voilà pourquoi, au niveau de src/test/java, on a eu ce package-là, démo test. Ben, oui, donc au niveau de src main resources, puisque là, il s'agit d'assurer la configuration en utilisant XML, voilà pourquoi on a créé ce fichier XML relatif à la configuration XML de nos bins Spring. Et on a créé une classe démo pour pouvoir tester par la suite au niveau de démo test la création, donc l'instanciation de nos bins plus l'injection de nos parties DAO dans la partie repository dans la partie service et la partie service dans la partie contrôle. D'accord? Donc, on va tester l'instanciation plus l'injection de dépendance à travers ce test unitaire. D'accord? Donc là, on va insérer les dépendances Log4j, Unit et Spring Context et on va insérer également donc la version de JDK 1.8 pour source et target comme on a déjà l'habitude de faire. Après, donc, on va créer les packages de contrôle de service de DAO. On va implémenter également nos bins plus leurs interfaces. Pour l'interface contrôleur, on ne va pas de toute façon l'utiliser puisqu'il n'y a pas d'injection à faire à ce niveau-là. Donc, voilà pourquoi c'est optionnel pour cette partie-là. D'accord? Après, voici donc on a le code par rapport aux différentes classes. Par exemple, là, pour la classe User Service 1, vous aurez ici un attribut par rapport au DAO, à l'accès aux données, autrement dit. Donc, je vais vous montrer, on a laissé quelques pointillés juste pour, donc pour voir est-ce que vous avez bien saisi ce qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport à l'injection de dépendance, etc. Je vous montre comment ça fonctionne réellement في الSTS. هذايا le premier TP اللي هو en utilisant XML comme config. Donc, comme je viens de vous dire, vous m'arrêtez il y a des questions. Voilà, أي حاجة.
Donc là, on aura la partie src/main/java pour le code source. Donc, voilà nos trois packages, contrôle, DAO et service. La partie service, elle aura la classe relative au service et son interface qui va juste contenir la signature des méthodes. On y par rapport à DAO, pareil pour DAO, l'interface et cette classe qui va obligatoirement implémenter l'interface. Et après, pour la partie contrôle, on va avoir notre contrôleur plus une classe démo à travers laquelle on va laisser des loggers nous indiquer s'il y a eu création de nos beans, donc s'il y a eu instantiation, s'il y a eu injection de dépendance entre ces beans-là, etc. Ben, on est, comme vous voyez là, il y a chargement du conteneur Spring IOC à travers cette ligne par rapport à l'indication du fichier de config. Le fichier de config, on le crée sous src/main/resources, comme on a fait pour log4j.xml. log4j.xml où on a créé nos appendeurs, root, etc. beans, au niveau duquel on a créé nos beans, pour le contrôle, pour la partie service, pour la partie DAO. Pour chaque injection de dépendance, on a indiqué la balise property. Après, au niveau de démo, on a choisi deux niveaux de gravité. Donc, debug et info. Info déjà pour vérifier si on est bien au niveau de la méthode, si on a bien pu sortir de la méthode, etc. Et debug pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement de nos instantiations plus injection. Donc, pour pouvoir tester ça, on a créé au niveau de src/test/java une classe appelée DemoTest, au niveau de laquelle on a rajouté add_test, demo.verifyBeans. Donc, on a juste fait appel à la méthode verifyBeans et on va voir comment ça va se dérouler, le test unitaire, qui va nous permettre également d'assurer la journalisation de l'état. « 69%. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez que là, il a bien pu accéder à la méthode avec inVerifyBeans. Il a pu sortir de la méthode, et tout ce qui est info,
pour l'accès à la méthode et la sortie de la méthode. Après, tous les messages de debug ont été affichés convenablement, c'est bon. Alors, pour JUnit Test, ça a parfaitement fonctionné. Vous voyez que c'est en vert. Il n'y a pas d'erreur à afficher ou à signaler. C'est bon, il nous a mis le temps d'exécution, etc. Donc, c'est bon, il y a eu création de nos beans, il y a eu les injections nécessaires. Donc, voilà. En utilisant la config XML. Pour pouvoir utiliser la config en utilisant Java, on va juste, vous pouvez utiliser le même projet, sauf que là, vous allez supprimer le fichier de config tp1 beans, vous n'allez pas l'avoir ici. Hein. Et là, vous allez avoir un quatrième package relatif à la configuration. Ça, c'est pour Java. Donc, vous aurez une centralisation de la config au niveau d'un seul fichier Java relatif à la configuration. D'accord? Ça va? Vous me dites, Ida, ça va? Voilà, ici, il y a des questions, là. Ouais. D'ailleurs, pour les deux configs, en utilisant XML et en utilisant Java. Mais la config qui m'intéresse le plus, ou la plus utilisée, moi, je veux que déjà, moi, le TPMTA, comme vous commencez par cette partie-là, moi, je voudrais que vous commenciez par la configuration Spring en utilisant les annotations. Et c'est le TP le plus important pour l'injection de dépendance. Donc, on est toujours à partir du slide 19, on va assurer la création du même TP, c'est presque le même, sauf que là, on va utiliser les annotations @controller, @service ou @repository. Et donc, relatif à un bin Spring, il est désigné en tant que @component. On parle d'un composant Spring en général. Après, il y a trois types, @service pour service, @controller pour contrôleur et @repository pour la partie DAO relative à l'accès aux données. D'accord? Donc, les annotations vont permettre de faire quoi en réalité? Les annotations en Java, ça permet de faire quoi, Laoulet? C'est quoi l'objectif des annotations? Les références, c'est-à-dire. Qu'est-ce que ça permet de faire, les annotations, Laoulet? Ça permet de faire quoi? Oui, juste. Injection de dépendance. Entre autres, oui. Mais en général, en Java, ça permet de faire quoi, Laoulet? Configuration, oui, plus précisément. Ça permet de modifier quoi pour les applications? Oui, très bien, Karim, très bien, très bien. Le principal objectif des annotations, c'est de permettre de modifier le comportement des applications. Par exemple, pour injecter un objet dans un autre, un bin dans un autre, on va pouvoir les utiliser. D'accord? Pour injecter un bin dans un autre, là, il va falloir le faire à travers les annotations. Pour nous, en Spring, on va le faire à travers la notation @autowrite. C'est-à-dire, au lieu de faire un new, etc., on va créer des instances à travers l'utilisation de la notation @autowrite. Ça va? Est-ce que vous me suivez, Laoulet? Très bien. Donc, c'est Spring qui gère cet objet-là à travers
donc sa création déjà, depuis sa création jusqu'à sa destruction à travers donc la création à travers la notation add auto-while. OK? D'accord. Donc là, on va utiliser add auto-while pour pouvoir assurer cette création-là à travers Spring. D'accord? Donc, comme vous voyez là, le format du projet, c'est presque pareil que les autres projets, sauf que là, on va rajouter la notion d'annotation pour pouvoir assurer tout ce qui est injection de dépendance et tout ce qui est instantiation et donc gestion de tous ces éléments-là par rapport à Spring. Ben, par exemple, là, comme vous voyez, il y avait un exemple par rapport à la classe User Service Ample, par rapport au service. On a créé un attribut nommé UserDAO, de type iUserDAO. On a rajouté la notation add auto-while pour permettre voilà, d'indiquer, autrement dit, à Spring, c'est à lui de gérer cet objet-là, c'est à lui d'assurer l'instanciation et toute la gestion de cet élément-là. Donc, la notion d'auto-while, c'est quoi? C'est que tu indiques à Spring, tout simplement, qu'il faut créer une instance s'il n'y a pas déjà une instance de de ce bin Spring-là. Donc, c'est une recherche par type de bin qui va permettre d'assurer la création de ce bin-là à travers Spring et non pas à travers le développeur par lui-même, à travers New. D'accord? Ça va? Donc, pour résumer, on a fait la découverte aujourd'hui d'une notion très importante en Spring, à savoir l'IoT ou l'inversion de contrôle. L'IA, pour résumer, c'est quoi? C'est le fait d'inverser le contrôle pour faire en sorte à ce que Spring, en tant que framework sous-jacent, il gère l'application, l'application, elle se gère par elle-même. Donc, il gère tout à travers la notion, ou la principale notion d'IoC, d'inversion de contrôle, il y a l'injection de dépendance qui va permettre d'injecter la partie repository le service le contrôleur et donc de permettre d'utiliser nos applications aux développeurs de créer des instances, mais les beans Spring, etc. On a fait la découverte des types de beans Spring, on a fait la découverte des 3 possibilités de configuration, Java, annotation et XML. Ce que je vous demande de faire pour la partie asynchrone, c'est de commencer par le TP d'annotation. D'accord? Pour pouvoir tester ça, à partir du slide 19, le TP3 par rapport aux annotations. Vous passez au premier TP pour la config en utilisant XML ou le TP2 pour Java. Est-ce que ça va déjà? On a expliqué ou on a testé Tao? Est-ce que ça va? Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport au TP ou ce qui est demandé pour la partie asynchrone? Là, vous me dites, c'est clair? Voilà s'il y a des questions. Ben, très bien. Donc, Idaken, c'est bon. Donc, je vous libère maintenant. Je vais rester connecté à la classroom le temps que vous travaillez à l'ATP. D'ici, je vais rester 1h30 connecté pour répondre aux questions au niveau des classrooms pour faire le TP. D'accord? N'oubliez pas de réviser Maven, Log4j, JUnit et l'injection de dépendance pour qu'on puisse faire ensemble le quiz la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Et n'oubliez pas d'insérer votre travail au niveau du classroom, d'accord? Parce que ça fait partie de l'anneau du contrôle continu. OK? Est-ce qu'il y a des questions, Lavlet? Voilà, est-ce que je vous libère pour vous laisser travailler sur le TP? Très bien, j'arrête donc l'enregistrement.